petit voyage à Angers et Nantes touche à sa fin. Bon, bah, d'accord. En réalité, tout n'est fait que commencer. Je suis arrivée à Angers à 6 heures du matin. Je suis passée devant la maison bleue, cette fameuse maison aux mosaïques bleues, construite dans le style art déco. Là-bas, j'ai trouvé mon ami et on est allé dans un café. C'est une boutique de fleurs où tu peux boire un café ou prendre ton petit déj et en même temps, tu peux acheter des fleurs. Oh, il y a des cafés qui arrivent. Un chocolat Ah ouais, chaud, s'il vous plaît. Magique. Et j'ai aussi commandé un thé au sarrasin. C'est bon et assez original. Et le goût est vraiment celui du sarrasin, assez authentique. Et on se dirige directement vers le centre. Et là, la vue s'ouvre sur le musée des beaux-arts d'Angers, avec son architecture classique de la Renaissance. Et aussi la célèbre maison d'Adam, aussi appelée la maison des artisans. Elle se trouve en plein centre et on la reconnaît facilement à sa structure Encore en mieux. bois, à sa forme un Vas-y. peu penchée, presque féerique, Non mais regarde, et aux sculptures détaillées sur la façade. Et ensuite, on oh, est c'est allé à génial. un jardin botanique pour grignoter un peu. Et on a eu de la compagnie des canards. Ce qui m'est particulièrement frappé, c'est le transport en commun. Il est aux couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui le rend super joyeux. Après, on est allé se promener sur les quais de la rive gauche, d'où on a une belle vue sur la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Et on continue un peu où on peut apercevoir un loin du célèbre château d'Angers. Maintenant, on se trouve juste en face du château d'Angers, l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Il a été construit au XIIIe siècle sous la règne de Louis IX. À l'intérieur, on trouve Tenture de l'Apocalypse. C'est une semblance de tapisserie plus grande du monde. C'est l'un des châteaux les plus imposants de France, célèbre pour ses fortifications. Il est aussi connu pour la tenture de l'Apocalypse, conservée à l'intérieur. L'une des plus grandes tapisseries médiévales au monde, longue d'environ 5 mètres. Et ça, c'est que crée un vrai contraste. À l'extérieur, une forteresse austère et à l'intérieur, presque un parc avec des fleurs, des jardins et une vue sur la Maine rivière. Il y a 17 tours avec ces bandes qui vous avez peut-être que remarqué. Elles sont comme ça parce que qu'elles sont construites en ardoise noire et en tuffeau clair, des matières locales. Je vous en parlerai un peu plus tard. À l'intérieur du château d'Angers, on a une vue magnifique sur toute la ville. Et alors là, oui, oui, tout est en ardoise. Absolument tout. On a l'impression que chaque élément est fait d'ardoise. Les toits, les parapets et oui, encore des ardoises. Il y en a littéralement partout. Et ce n'est pas un hasard, c'est le matériau le plus accessible, le plus fiable et le plus logique dans la région. L'ardoise est très pratique. Elle est imperméable, résistante au gel et ne brûle pas. D'ailleurs, près d'Angers, il y avait d'importantes carrières d'ardoise, ce qui a fait de la région l'un des principaux fournisseurs en France. L'ardoise est sombre, presque noire, très résistante et parfaite pour les toitures. Le tuffeau, lui, est clair et plus tendre, donc facile à travailler. On utilise surtout pour les façades. Et le plus intéressant, c'est que ces contrastes n'est pas un choix esthétique à la base, mais quelque chose de très On peut pratique. voir que ça se fait aussi avec l'ardoise. En fait, il y a plein de choses qui sont faites avec. En construisant simplement avec les matériaux qu'on a trouvés sur place. Et maintenant, on part à la recherche de leur célèbre confiserie, les Cardons d'ardoise.
À l'intérieur, il y a un nougat croquant et à l'extérieur, un chocolat bleu en forme de petites plaques carrées. Et on entre dans le château d'Angers. Ici est conversée la tenture de l'Apocalypse, l'une des plus grandes au monde. Ici est conservée la teinture d'Apocalypse, l'une des plus grandes au monde. Elle mesure plus de 100 mètres de long et a été réalisée au XIVe siècle. Non mais imaginez un peu, tout ça c'était fait à la main. C'est en quelque sorte un récit visuel de l'Apocalypse biblique. Il y avait aussi un espace où l'on pouvait essayer au tisage. Et il y avait aussi la façade de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Elle date du XIIe et XIIIe siècle et relève du gothique angevin. La cathédrale est située en hauteur, ce qui offre une belle vue sur le centre d'historique et son architecture typique. Le doutour, une certaine asymétrique assez stricte et peu de décoration. Sur la façade, on retrouve les sculptures gothiques classiques, des personnages bibliques, des apôtres, des saints et des scènes tirées des Écritures. On voit l'icône de la Vierge de Vladimir, appelée aussi Vierge de tendresse. Au Moyen Âge, les vitraux servaient de véritables récits visuels. Ils permettaient de transmettre les scènes bibliques. En sortant de cathédrale, on retrouve encore les maisons en colombage. C'est comme ça qu'on appelle le style à pas de bois en français. Et on repasse devant la maison d'Adam, mais cette fois, on bifurque dans un petit café pour manger les crêpes au sarrasin, la spécialité de la région. Le lieu s'appelait Mamie Bigou d'Angers, un endroit super instagrammable. J'ai vraiment adoré. Et maintenant, on passe devant l'église Notre-Dame de Victoire. C'est une église assez intime avec cette maçonnerie rayonnée typique de la région. À l'intérieur, on trouve de nombreux vitraux colorés et des hautes voûtes gothiques. Il y a aussi une rosace, ce grand vitrail circulaire, ainsi que d'autres vitraux magnifiques. Et le soir, on a pris le transport pour aller en ville, se promener le long des quais et admirer le château d'Angers. Bien sûr, on a aussi flâné dans les petites rues du centre. L'ambiance était vraiment apaisante. Et on a vu aussi les façades des bâtiments joliment éclairés. Le lendemain, on est parti à Nantes. En sortant de la gare, on est tombé directement sur le jardin de plantes. Et là, la première chose qui m'a frappée, c'est un chat endormi. Il s'appelait Dormaron. En fait, il y a tout, des belles pelouses bien entretenues, des pigeons, des canards, plein d'oiseaux. Bref, c'est vraiment un endroit parfait pour se poser et se détendre dans un parc. Plus de milliers de plantes qui se rassemblent ici. Et il avait aussi un statut une fontaine assez particulière. Et il y a des parterres de fleurs avec des petites plaques en ardoise, des panneaux avec la description des plantes et même une serre. Ensuite, on est entré dans un petit magasin mexicain pour déjeuner. J'ai pris une tortilla avec du riz, de la viande en sauce et des haricots. Et pour le dessert, c'était bonbons au tamarin, légèrement épicé. Juste après, on est tombé sur une braderie à Nantes, totalement imprévue, mais géniale. Ça permet vraiment de voir la ville vivre, les rues animées et plein de monde, des gens qui se promènent, qui regardent les stands,
qui dansent, de la musique partout, une vraie ambiance de festive. On s'est approché de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. On en fait le tour par ailleurs et on avait justement la foire. Et ensuite, on s'est approché du château de Duc de Bretagne, la principale forteresse historique de la ville. C'était construit au XVe siècle et ça reste l'un des plus emblématiques endroits en Inde. Après le rattachement de la Bretagne à la France, le château est devenu une forteresse royale. Ce n'était pas seulement un palais, mais aussi une véritable place forte. Cette tour de murs épais et un large fossé rempli d'eau. Encore visible aujourd'hui. Il est là, juste là. Dès qu'on monte sur les marches, la vue s'ouvre à la fois sur la cour, l'intérieur du palais. Aujourd'hui, le château abrite le musée d'histoire de Nantes, avec plus de 30 salles consacrées à différents thèmes. L'histoire de la ville, la traite négrière, une partie importante et complexe du passé nantais. Nantes était l'un des principaux ports de la traite en France. Et le musée en parle de manière honnête et sans doute. On se trouve sur la place royale à Nantes. Et l'élément principal ici, c'est la fontaine. La figure tout en haut représente la ville de Nantes. Et autour, on voit des allégories des rivières, la Loire, l'Erdre et les autres cours d'eau dans la région. Et maintenant, on est allé goûter un dessert traditionnel nantais, le gâteau nantais au rhum et aux amandes. Un goût intense sucré avec un petit touche alcoolisé. Et ensuite, direction l'île des Machines, l'un des endroits les plus insolites de Nantes. Il y a plein d'animaux mécaniques, dont un éléphant géant qui bouge vraiment, regarde. Et il fait jusqu'à 12 mètres de haut, 21 mètres de long et il pèse 48 tonnes. On peut même acheter un billet pour monter dessus. Je crois que c'est environ 12 € pour 30 minutes. Et en plus, il projette de l'eau avec sa trompe. Franchement, c'est trop fun. Wouhou! Et là, j'arrive devant la carrousel des mondes marins. Franchement, c'est le manège le plus incroyable que j'ai jamais vu. C'est un immense carrousel mécanique sur 3 niveaux, dans un style à la fois océanique et steampunk. On dirait un mélange entre une attraction et un musée et un Louvre d'art. Et le plus génial, c'est que tu ne fais pas que monter dessus, tu contrôles la machine. Tu peux bouger les nageoires, la queue, la tête, selon la créature que tu choisis. Ça m'a vraiment impressionné. Les machines des îles, c'est clairement un endroit à ne pas manquer si tu viens à Nantes. Et le soir, on a cuisiné des golubtsi et un alambre mexicain. C'était trop bon. Et il est temps de rentrer à l'île. J'ai vraiment adoré ce voyage. Le grand château en Angers, les carrousels à Nantes, les éléphants géants et plein d'autres choses. Cool, très cool.